L'horloge du salon sonne 6 heures du matin lorsque j'ouvre les yeux, avant même que le réveil ne sonne. 30 années de routine ont sculpté en moi cet éveil automatique, ce corps qui connaît sa fonction avant même que la pleine conscience ne s'installe. Je m'appelle Vera Campos. J'ai 62 ans et depuis 3 décennies, je suis l'ombre qui fait tourner la maison Almeida comme une montre suisse. Je me lève et examine rapidement mon reflet dans le petit miroir de la buanderie. Mes cheveux, autrefois d'un auburn éclatant, arborent aujourd'hui des mèches argentées que j'essaie de dompter en un chignon discret. Les rides autour de mes yeux racontent des histoires de réveil à côté d'enfants fiévreux qui n'étaient pas les miens. De larmes silencieuses pour des rêves que j'ai repoussés jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles. Quelques années encore, Vera, murmurai-je à mon image, répétant la promesse que je fais depuis des décennies. Encore quelques années et tu auras ta propre maison, ton propre jardin. Un doux mensonge que je me répète chaque matin, sachant que ma vie s'est irrémédiablement mêlée à celle de cette famille qui n'a jamais été vraiment la mienne. Le couloir, toujours silencieux, me conduit dans l'imposante cuisine. Je commence à préparer le café de M. Almeida exactement comme il l'aime, fort, non sucré, avec cette pointe de cannelle dont j'ai découvert qu'elle était sa préférée après des années d'observation de ses subtiles expressions de plaisir. La maison est encore endormie lorsque je dispose le plateau d'argent avec la tasse en porcelaine anglaise, la serviette en lin amidonné et l'exemplaire du journal du matin que le chauffeur dépose ponctuellement à 5h40. Je monte l'escalier d'un pas léger, entraîné à ne pas déranger. Les murs sont tapissés de photographies de la famille Almeida. Des moments heureux que j'ai contribué à construire, mais dans lesquels je n'ai jamais figuré. Des sourires lors de remises de diplômes que j'ai minutieusement préparés. Des mariages dont j'ai coordonné chaque détail tout en ravalant la boule dans ma gorge qui me rappelait mes propres rêves archivés. « Bonjour, M. Almeida », dis-je à voix basse en entrant dans la chambre principale après avoir frappé discrètement à la porte. La silhouette autrefois imposante semble maintenant naine contre les oreillers. La maladie le consume, lente et implacable comme une marée. « Vera », répond-il, son sourire gardant cette dignité que j'ai toujours admirée. Ponctuelle comme toujours, que serait cette maison sans toi? Une question rhétorique qui plane entre nous comme une vérité non vérifiée. Je laisse le plateau sur la table d'appoint et j'ouvre les rideaux, laissant la lumière dorée du matin pénétrer dans la pièce. C'est l'automne dehors, et les feuilles du jardin que j'ai entretenues avec tant d'amour entament leur danse d'adieu. « Lorraine a-t-elle appelé ?» demande-t-il, et je remarque l'espoir fragile dans sa voix. « Pas encore, monsieur, mais je suis sûr qu'elle appellera aujourd'hui. » Encore un doux mensonge. Lorraine, sa fille aînée, appelle rarement, sauf lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Il acquiesce, faisant semblant de croire, tout comme je fais semblant d'avoir dit la vérité. Ce ballet de faux semblants sympathiques fait partie de notre routine matinale depuis quelques mois. Tout au long de la journée, je guette les signes. Elle, état de M. Almeida s'aggrave, malgré des médicaments coûteux et des médecins réputés. Ses yeux, autrefois vifs et attentifs, se perdent souvent dans le vide. Ses mains, qui signaient autrefois avec fermeté des contrats d'1 million de dollars, tremblent aujourd'hui lorsqu'il tient une cuillère. Ce n'est que lorsqu'il évoque le passé de l'entreprise, les premières années de lutte, que sa voix retrouve de la vigueur. Le téléphone sonne pendant le déjeuner. C'est Brad, le fils du milieu, qui l'informe qu'il ne pourra pas rendre visite à son père ce week-end. Un engagement inévitable à Paris. Je peux entendre la déception dans le souffle court de M. Almeida, qui insiste sur le fait qu'il comprend que ce n'est pas un problème. « Voulez-vous que je demande au chauffeur d'aller chercher les petits-enfants dimanche prochain ?» lui demandai-je lorsqu'il raccroche, en essayant de rallumer un peu de lumière dans ses yeux ternes. « Ce ne sera pas nécessaire, Vera. Lorraine m'a dit que les enfants avaient des activités importantes après l'école. Ils ne devraient pas les manquer à cause d'un vieil homme malade. » Je me mords la lèvre pour contenir la réponse qui bouillonne en moi. Les activités extrascolaires sont moins importantes que les fêtes auxquelles Lorraine participe en utilisant l'argent de son père pour soutenir son style de vie extravagant. L'après-midi, j'observe les yeux de Carlos, le fils cadet, lorsqu'il entre pour vérifier les affaires. Ses yeux parcourent la pièce, évaluant chaque pièce, chaque tableau, comme s'il faisait déjà un inventaire mental. Je le surprends en train d'examiner une sculpture de valeur lorsqu'il pense que personne ne regarde, vérifiant discrètement son authenticité. « C'est une pièce rare »,
lui dis-je en apparaissant silencieusement derrière lui. M. Almeida l'a acquise à la naissance de son premier fils. Il a dit qu'il voulait lui laisser un héritage de beauté. Carlos sursaute, visiblement mal à l'aise d'avoir été pris au dépourvu. Je ne faisais que l'admirer. Vera, ne devriez-vous pas vous occuper du dîner de mon père? Son ton condescendant entame ma dignité, mais je reste impassible, comme j'ai appris à le faire au fil des ans. Bien sûr, M. Carlos, pardonnez cette intrusion. Plus tard, lorsque la maison s'est enfin calmée et que les visiteurs intéressés sont partis, je retrouve M. Almeida dans sa bibliothèque, un sanctuaire de cuir et de bois où les décisions importantes ont toujours été prises. Il semble particulièrement alerte, regardant par la fenêtre le jardin où j'ai planté les hortensias bleues qu'il aime tant. « Vera, dit-il sans se retourner, reconnaissant ma présence au seul bruit de mes pas, te souviens-tu de ce jardinier que nous avons engagé dans les années 90, celui qui a volé les pièces d'argent? La question me surprend. Oui, monsieur. Vous avez décidé de ne pas le dénoncer à la police tant qu'il rendait les objets. Il acquiesce lentement. Tout le monde m'a dit que était idiot, que je devais le dénoncer, montrer l'exemple. Il se retourne enfin, et ses yeux ont une clarté que je n'avais pas vue depuis des semaines. Mais j'ai toujours pensé que les gens méritaient une seconde chance quand ils faisaient des erreurs, tout comme ils méritaient d'être reconnus quand ils étaient loyaux. Un frisson me parcourt l'échine. Il y a quelque chose dans sa façon de dire ces mots, une intention que je n'arrive pas à déchiffrer. « Vera, il faut que tu prennes contact avec le docteur Mendes dès demain matin. Dites-lui que c'est urgent. Vous ne vous sentez pas bien. Dois-je appeler le médecin maintenant ?» Il sourit, un sourire qui renferme des secrets. « Non, rien de tel. J'ai juste des choses à régler, tant que je peux. » Ce soir-là, alors que je me retire dans ma modeste chambre à l'arrière de la maison, je ressens une agitation inhabituelle. Le vent d'automne fait bruisser les branches, et les feuilles tapent contre ma fenêtre comme des doigts impatients. Quelque chose est en train de changer, au-delà de la santé de M. Almeida, au-delà des saisons. Je dors mal, je rêve de portes fermées, de voix qui chuchotent, de documents que l'on signe. Je me réveille plusieurs fois en sursaut, avec le sentiment de devoir protéger quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Le lendemain matin, le docteur Mendes arrive tôt, sa mallette en cuir italien contrastant avec la sobriété de son costume gris. Suivant les instructions, je le conduis directement à la bibliothèque sans l'annoncer aux autres membres de la famille, qui errent maintenant de plus en plus fréquemment dans la maison, attirés par l'odeur de la mort imminente, comme des vautours autour d'une proie. La porte se referme et, pendant près de 2 heures, je reste à l'extérieur, repoussant les curieux avec des excuses sur les affaires confidentielles de l'entreprise. Lorsqu'elle s'ouvre enfin, M. Almeida a l'air épuisé, mais étrangement satisfait. Le docteur Mendes me lance un regard que je ne parviens pas à interpréter. Quelque chose entre l'admiration et la pitié. « Prends bien soin de lui, Vera », me dit l'avocat en partant, en me serrant l'épaule d'une manière presque condescendante. Comme toujours. Plus tard, alors que je sers son goûter à M. Almeida, je remarque qu'il me regarde avec une intensité inhabituelle. « Il y a certaines dettes que l'argent seul ne peut payer, » dit-il soudain. « Il y a certaines formes de loyauté qui n'ont pas de prix. » Je hoche la tête, sans vraiment comprendre. Ses mains tremblantes tiennent les miennes un instant. Un geste rare, presque intime, avant qu'elle ne me dise au revoir avec un sourire énigmatique. Ce soir-là, j'entends Lorraine et Brad se disputer à voix basse dans le salon, visiblement agacés par la visite inattendue de l'avocat. Leurs voix se taisent lorsque je m'approche avec le service à café. Leur sourire forcé ne dissimule pas l'hostilité croissante dans leurs yeux. « Ah, laisse ça là, Vera », dit Lorraine en m'écartant d'un geste dédaigneux. « Au fait, il faut qu'on parle de certains aménagements de la maison quand on... Eh bien, vous savez... » J'acquiesce silencieusement, faisant semblant de ne pas comprendre ce que signifie « vous savez ». Mais je le sais parfaitement. Cela signifie quand mon père mourra enfin. Cela veut dire quand tu deviendras complètement remplaçable. Les semaines suivantes sont une succession de visites de plus en plus fréquentes de médecins, d'infirmières et de membres de la famille, à mesure que l'état de M. Almeida s'aggrave. Je suis constamment à ses côtés, lui administrant des médicaments, ajustant ses oreillers, lui faisant la lecture lorsque ses yeux sont trop fatigués pour se concentrer sur les pages. Un matin particulièrement froid, je me réveille avec un sentiment terrible. Le silence dans la maison semble différent, plus épais.
Je me précipite dans la chambre principale sans prendre la peine d'enfiler mon uniforme complet. M. Almeida a l'air endormi, mais ses lèvres ont une teinte bleutée qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je touche tout de même son poignet, à la recherche d'un pouls que je sais ne pas trouver. Je ne crie pas, je ne panique pas. Des années d'efficacité s'emparent de moi. J'appelle d'abord le médecin, puis les enfants, et enfin les pompes funèbres recommandées. J'organise, je coordonne, je dirige. Je fais ce que j'ai toujours fait, m'occuper de la famille Almeida, même si mon propre cœur se brise. Pendant la veillée funèbre, je me tiens discrètement au fond de la chapelle, observant le défilé des amis et de la famille qui ont à peine rendu visite à M. Almeida au cours de ces derniers mois. Lorraine pleure à chaudes larmes, soutenue par un mari ennuyé qui consulte sa montre toutes les 5 minutes. Brad parle à ses partenaires à voix basse, discutant affaires au milieu des funérailles. Carlos, au moins, semble sincèrement choqué. Mais sa tristesse est bientôt remplacée par des conversations sur l'héritage. Je retourne seul dans le manoir vide, devenu étrangement silencieux sans sa présence encourageante. Je me permets enfin de pleurer en rangeant une dernière fois sa chambre, pliant soigneusement les pyjamas en soie qu'il ne portera plus jamais, organisant les médicaments dont il n'aura plus besoin. Je trouve, caché sous une pile de livres sur la table de chevet, une enveloppe avec mon nom écrit dans L, écriture tremblante des derniers jours de M. Almeida. À l'intérieur, une seule phrase. Patience, Vera. La justice vient à ceux qui savent attendre. Je serre la note contre ma poitrine, sans en comprendre le sens, mais en ressentant un étrange réconfort dans ces mots énigmatiques. Les funérailles ressemblent à une pièce de théâtre mal répétée, dans laquelle tous les acteurs connaissent leur rôle, mais aucun d'entre eux ne ressent vraiment ce qu'il exprime. Les discours éloquents sur le grand homme, le visionnaire, le père aimant sonnent creux lorsqu'ils sont prononcés par des lèvres qui lui rendaient rarement visite, qui connaissaient à peine ses goûts, ses peurs, ses petites joies quotidiennes. Je reste au dernier rang, dans un deuil aussi authentique que discret. Je ne pleure pas en public. Mes larmes sont des trésors intimes gardés pour la solitude de la nuit. Une vieille dame, ancienne secrétaire de M. Almeida, me serre la main au passage. « Vous étiez plus proche de lui que ses vautours », murmure-t-elle amèrement, avant de s'éloigner. Lorraine, superbe dans son costume de deuil, donne des accolades et reçoit des condoléances comme une actrice qui reçoit des applaudissements après une prestation convaincante. Ses yeux, secs et calculateurs, rencontrent les miens pendant un bref instant. Un frisson me parcourt, non pas de peur, mais de reconnaissance. Derrière ce regard, des plans se préparent. Au cours des jours suivants, le manoir change. Subtilement d'abord, puis avec de plus en plus d'audace. Des objets sont déplacés, évalués et discrètement photographiés. J'entends Lorraine parler au téléphone avec des experts en œuvres d'art, des antiquaires et des agents immobiliers. La maison que j'ai contribué à transformer en foyer pendant 3 décennies se prépare au sacrifice. Le 4e matin après les funérailles, on sonne à la porte à 9 heures. J'ouvre la porte et découvre un jeune homme en costume portant des dossiers et des catalogues d'une célèbre maison de vente aux enchères. « Bonjour », me sourit-il avec professionnalisme. « J'ai rendez-vous avec Madame Lorraine Almeida pour évaluer quelques pièces. » Avant que je puisse répondre, Lorraine apparaît derrière moi, impeccablement habillée et maquillée, comme si elle n'était pas en deuil. « Il part ici, M. Mendonça », dit-elle en passant devant moi, comme si je faisais partie du mobilier. « Vera, apportez-nous du café dans le salon et prépare une liste des ustensiles en argent. Nous devons tout répertorier. » J'obéis machinalement, des décennies de conditionnement l'emportant sur l'indignation grandissante. Pendant que je prépare le café, j'entends des bribes de conversation dans le salon. Certainement des pièces de valeur. Marché international. Vente aux enchères dans le courant du mois. La tasse tremble légèrement dans mes mains lorsque je retourne dans la pièce. Lorraine et l'expert examinent un délicat vase chinois de la dynastie Ming, un cadeau que M. Almeida avait reçu d'un partenaire commercial japonais et pour lequel il avait une affection particulière. « Il doit valoir une fortune », commente l'expert en retournant la pièce avec révérence. « Papa n'a jamais apprécié l'art », répond Lorraine avec dédain. « Il gardait ses objets pour leur côté sentimental, pas pour leur valeur. » J'avale la réponse qui me brûle la gorge. M. Almeida connaissait l'histoire et la signification de chaque objet de sa maison,
et me racontaient souvent les histoires qui se cachaient derrière eux pendant que je les nettoyais avec un soin particulier. La semaine se déroule dans une spirale de démantèlement. Brad arrive avec un architecte d'intérieur pour moderniser la maison avant de la mettre sur le marché. Carlos supervise le retrait des documents et des objets du bureau. Le 6e jour, je suis convoqué dans l'ancien bureau de M. Almeida, désormais occupé par Lorraine, elle est assise sur sa chaise, mais elle semble étrangement petite, comme un enfant jouant à l'adulte. Brad est adossé à elle étagère. Il tripote son téléphone portable et semble s'ennuyer. Carlos a au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise, évitant mon regard. « Vera », commence Lorraine avec une fausse douceur, « vous avez été une présence constante dans cette maison pendant de nombreuses années. 30 ans, madame », corrigeai-je calmement. Un éclair d'irritation traverse son visage avant d'être remplacé par un sourire répété. « Oui, 30 ans, et maintenant, sans papa, nous pensons qu'il est temps de réorganisation. » Je reste impassible, même si mon cœur bat la chamade. J'attendais cela depuis longtemps, mais la réalité continue à me couper comme un rasoir. Nous envisageons de vendre la maison, poursuit-il. Et, évidemment, vos fonctions ne seront plus nécessaires. Nous avons préparé une compensation, dit Carlos en faisant glisser une enveloppe sur la table, en reconnaissance de vos services. Je prends l'enveloppe sans l'ouvrir. Le papier fin semble peser une tonne dans mes mains. « Quand dois-je partir ?» demandai-je simplement, fier de la fermeté de ma voix. « D'ici la fin de la semaine, ce serait l'idéal », répond Lorraine en reportant déjà son attention sur les documents posés sur la table, comme si l'affaire était close. Nous procéderons à des changements structurels dès lundi. Brad lève enfin les yeux de son téléphone portable. « Votre chambre à coucher deviendra une armoire supplémentaire », dit-il nonchalamment, comme s'il parlait de la météo et non de la seule maison que j'ai connue pendant 3 décennies. Je quitte le bureau à pas compter, résistant à l'envie de courir. Ce n'est que lorsque la porte de ma chambre se referme derrière moi que je laisse échapper les premières larmes. J'ouvre l'enveloppe avec des doigts tremblants. Le montant du chèque est scandaleusement bas. Il couvrirait à peine 6 mois de loyer dans un modeste appartement de banlieue. Cette nuit-là, alors que la maison s'endort, je me déplace silencieusement dans les couloirs, tel un fantôme anticipateur. Je touche délicatement des objets familiers. La rampe en bois que je polis chaque semaine depuis 30 ans. Les tableaux dont je connais intimement l'histoire. Les rideaux que j'ai changés un nombre incalculable de fois au fil des saisons. Dans ma chambre, je commence à ranger mes quelques affaires. Des vêtements simples, quelques livres, des photographies que j'ai prises secrètement au fil des ans, des moments volés à une famille qui n'a jamais été la mienne, mais à laquelle j'ai consacré toute ma vie. Une robe que j'ai portée lors d'une rare nuit de repos, un foulard discrètement offert par M. Almeida à Noël, une tasse ébréchée qui était ma préférée. La réalité de la situation me frappe avec une force renouvelée. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille. Mes rares amis sont d'autres travailleurs domestiques, tout aussi vulnérables et sans ressources. Pendant un instant dévastateur, j'envisage de supplier qu'on me donne plus de temps, qu'on trouve un arrangement qui me permette de rester. L'orgueil m'en empêche. 30 années de service réduites à un chèque insultant et à 1 semaine de préavis. Je ne m'abaisserai pas plus bas. Le lendemain matin, je trouve un petit appartement à louer par le biais d'une annonce dans le journal. C'est tout ce que je peux me permettre. Une chambre, un salon et une cuisine ensemble, dans un vieil immeuble du centre-ville. Le propriétaire, touché par ma situation, réduit la caution lorsque j'explique ma situation. Le vendredi, je quitte l'hôtel particulier sans dire au revoir. Personne ne vient me dire au revoir. Je laisse les clés sur la table de la cuisine, accompagnées d'instructions détaillées sur la maison. Système de chauffage, particularités des installations électriques, calendrier de l'entretien nécessaire. Un dernier acte de loyauté qui sera probablement ignoré. Un taxi me conduit à ma nouvelle réalité. L'appartement est encore plus petit que sur les photos. Les murs écaillés présentent des taches d'humidité. La fenêtre du salon ne ferme pas complètement, ce qui permet à un courant d'air froid d'envahir la pièce. Les voisins sont bruyants. J'entends des disputes, des télévisions à fond, des enfants qui courent dans le couloir. Je m'assois sur la seule chaise que j'ai réussi à acheter et je regarde les cartons encore fermés. La solitude m'enveloppe comme une lourde couverture. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas d'horaire à respecter, pas de repas à préparer, pas de maison à gérer. Le vide d'une liberté non désirée étouffe. Je me permets de pleurer pour de vrai.
sans réserve. Non pas pour l'ingratitude de l'Almeida, j'ai toujours su, au fond de moi, que ce serait le résultat. Je pleure à cause du vide qui s'ouvre devant moi. Qui suis-je sans cette maison, sans cette routine, sans ce but? Ah, une femme de 62 ans sans éducation, sans famille, sans réseau de soutien. Une vie consacrée à des personnes qui m'ont jeté comme un outil cassé. Les jours s'allongent. Je passe des entretiens pour des postes similaires, mais les regards hésitants révèlent les non-dits. Je suis trop vieille, trop épuisée. Les jeunes familles veulent des jeunes bonnes. Au lieu de être un avantage, mon expérience semble être un inconvénient. Une semaine après mon départ, je compte les pièces pour acheter le strict minimum quand on sonne à la porte. La surprise d'avoir un visiteur me fait lâcher les pièces, qui roulent sur le sol en linoléum usé. J'ouvre la porte et découvre le docteur Mendes dans son costume impeccable et sa mallette en cuir italien. Sa silhouette élégante semble absurdement déplacée dans le couloir faiblement éclairé de l'immeuble en ruine. « Mais mademoiselle Vera, dit-il, sincèrement consterné par ma situation. Pardonnez-moi de ne pas être venu plus tôt. Je devais m'occuper d'une affaire juridique. Je l'invite à entrer, mortifié par la simplicité de l'endroit. Je lui offre un café, servi dans une tasse ébréchée achetée sur un marché aux puces, et non dans les tasses en porcelaine fine que j'avais l'habitude de manipuler. Il accepte avec une gentillesse qui me touche, sans manifester de gêne. M. Almeida a modifié son testament quelques semaines avant son décès, dit-il en ouvrant sa mallette. Des changements importants qui le concernent directement. Le document qu'il me tend est flou devant mes yeux pleins de larmes. Les mots dansent et s'entrecroisent, mais quelques-uns se détachent comme des phares dans la tempête. Reconnaissance, loyauté, contribution inestimable. Je ne comprends pas, marmonnai-je, la voix presque inaudible. Le docteur Mendes sourit, un sourire bienveillant que je n'ai jamais vu sur son visage habituellement sérieux. M. Almeida lui a légué 30% des actions de la société Almeida & Filios. Une pour chaque année de dévouement, explique-t-il lentement. Il a été très précis à ce sujet. Ma main tremblante couvre involontairement mes lèvres. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'entends. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une partie importante de l'entreprise que les Almeida ont bâtie au fil des générations. C'est le pouvoir, c'est la voix, c'est la reconnaissance. Il doit y avoir une erreur, murmurai-je. Les enfants, ils ne le permettraient jamais. Les enfants ont été informés hier, répond le docteur Mendes avec un sourire retenu. Comme prévu, il conteste le testament avec véhémence. Mais M. Almeida a été minutieux. Nous avons des déclarations enregistrées, des témoins de sa pleine capacité mentale, des documents irréfutables de son intention. Il sort d'autres documents de sa mallette. En outre, M. Almeida m'a laissé des instructions précises pour l'aider pendant la transition. Nous avons déjà ouvert un compte bancaire à son nom, mis un bureau à sa disposition au siège de la société et engagé des conseillers juridiques et financiers exclusivement pour ses intérêts. Et les larmes coulent à présent librement sur mes joues. Non pas de tristesse ou de désespoir, mais d'une émotion irrésistible que je n'arrive pas à nommer. C'est la validation, c'est la justice, c'est la reconnaissance que je n'ai jamais recherchée activement, mais dont l'absence me blesse comme une plaie ouverte. Pourquoi, parviens-je enfin à formuler, pourquoi ferais-je cela? Le docteur Mendes referme sa mallette et me regarde dans les yeux, avec un sérieux qui souligne chacun de ses mots. Au cours des 10 dernières années, j'ai représenté M. Almeida dans des affaires professionnelles et personnelles. Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé que le jour où il a modifié son testament. Il a dit, et je cite, « Vera connaît le cœur de cette entreprise mieux que mes propres enfants. Elle en préservera l'esprit quand je ne serai plus là. » Lorsque le docteur Mendes s'en va enfin, je reste immobile, le document toujours dans les mains. À travers la fenêtre à peine fermée, je regarde le soleil couchant teinter le ciel de nuances d'or et de pourpre. Pour la première fois depuis des semaines, je ressens quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Ce soir-là, je reçois 3 appels d'affilée. Lorraine, Brad et Carlos, tous plus outrés les uns que les autres. Accusations de manipulation, menaces voilées de procès, tentatives maladroites de négociation. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je relis la note énigmatique de M. Almeida. Patience, Vera. La justice vient à ceux qui savent attendre. Là, enfin, je comprends. Les jours suivants sont un tourbillon de changements.
Sur les conseils du docteur Mendes, je déménage dans un appartement temporaire plus adapté, le temps de trouver un logement permanent. Je reçois des appels incessants des fils d'Almeida, allant de menaces à des offres d'arrangement. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Laissez-les épuisés, conseille le docteur Mendes lors de notre réunion hebdomadaire. Chaque tentative de contact infructueuse affaiblit leur version selon laquelle vous les manipulez. J'acquiesce en silence. Des années d'observation des négociations au manoir Almeida m'ont appris que celui qui parle le premier perd généralement. Le silence, lorsqu'il est stratégique, peut être l'arme la plus puissante d'un arsenal. Pendant que les frères Almeida désespèrent, J étudie. Toute la nuit, J étudie les rapports financiers, les structures de l'entreprise et son histoire. Le docteur Mendes me fournit des tuteurs, un expert comptable, un analyste de marché, un spécialiste de la gouvernance d'entreprise. J'absorbe chaque information comme la terre sèche absorbe l'eau après une longue sécheresse. Combien de fois ai-je servi le café lors de réunions importantes, restant invisible alors que des questions cruciales étaient discutées? Combien de documents ai-je organisés au fil des ans, rassemblant des fragments d'informations qui se connectent maintenant comme les pièces d'un puzzle? Vous apprenez beaucoup, commente le tuteur en finance d'entreprise après notre 3e session. Je souris discrètement. 30 années d'observation silencieuse vous apprennent beaucoup si vous y prêtez attention. Parallèlement, je commence à tisser des liens avec les employés d'Almeida en Philos. Je ne m'adresse à personne directement, ce serait imprudent en ce moment délicat. Au lieu de cela, le docteur Mendes organise des réunions apparemment informelles. Un café avec Maria, la secrétaire de direction qui travaille dans l'entreprise depuis 25 ans. Un déjeuner avec Rodrigo, le chef comptable qui a commencé comme assistant lorsque M. Almeida dirigeait encore personnellement les opérations. Visite de l'usine où je rencontre, par hasard, Antonio, le directeur de production qui a mis en œuvre des innovations ignorées par la nouvelle direction. « Madame Vera !» s'exclame Maria lors de notre rencontre, les yeux pétillants de surprise et de satisfaction. Nous avons entendu parler du testament. On ne parle pas d'autre chose dans les couloirs de l'entreprise. C'est vrai que les Almeida ont l'intention de tout démolir? Demande Rodrigo pendant le déjeuner, la voix grave et inquiète. L'usine n'est plus la même depuis que M. Almeida est tombé malade, avoue Antonio lors de ma visite. Ses fils ne comprennent pas le processus. Ils réduisent les dépenses essentielles, ils ignorent la maintenance préventive. Nous avons des problèmes de qualité pour la première fois en 40 ans. Chaque conversation m'apporte de précieuses pièces du puzzle. Je découvre que Lorraine a détourné des fonds de l'entreprise pour financer son manoir au bord de la mer, en maquillant les transactions en études de marché internationales. Brad a investi des millions dans des startups douteuses, appartenant à des amis, qui ont toutes échoué lamentablement sans rendre de compte. Carlos, peut-être le moins corrompu, a néanmoins cédé aux pressions des frères pour licencier des employés loyaux dans le seul but de gonfler temporairement les chiffres du bilan trimestriel. L'entreprise, autrefois solide comme un roc, présente aujourd'hui des fissures visibles dans ses fondations. Les anciens clients commencent à chercher d'autres solutions en raison des problèmes de qualité. Les employés talentueux cherchent d'autres opportunités, lassés par les décisions arbitraires. Les réputations forgées au fil des générations se détériorent à chaque décision mal avisée. Dans mon nouvel appartement, modeste mais digne, avec un petit balcon où je cultive des géraniums rouges, j'organise méticuleusement chaque information. Je dresse une carte détaillée de l'entreprise en identifiant les faiblesses, les possibilités d'amélioration et les alliés potentiels. J étudie la concurrence, les tendances du marché, les technologies émergentes dans le secteur. Les nuits sont longues, les yeux brûlent à force de lire, mais je suis animé d'une énergie que je n'ai pas ressentie depuis des années. 3 semaines après le début de mes études, je reçois un appel du docteur Mendes. Les Almeida ont officiellement demandé à vous rencontrer, m'informe-t-il d'une voix prudente. Je crois qu'ils préparent une offre pour vous racheter. Et qu'est-ce que vous recommandez? Demandai-je en regardant la pluie fine qui tapotait contre ma fenêtre. Techniquement, il serait sage de les écouter, répond-il après une pause calculée. Mais la décision finale vous appartient. Vous n'avez aucune obligation légale de les trouver. Je réfléchis quelques instants, me remémorant des décennies d'invisibilité, de traitement comme un meuble, de dignité érodée au fur et à mesure.
Je décide finalement d'accepter la rencontre, mais pas maintenant, dans 15 jours, au siège de l'entreprise, pas en terrain neutre. Et je veux que ce soit formel, avec un procès-verbal. Intéressante stratégie, commente le docteur Mendes, et je remarque un sourire dans sa voix. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai besoin de plus de temps pour me préparer, réponds-je en regardant les piles de documents organisés sur mon bureau. Et je veux que ce soit eux qui viennent à moi, et non l'inverse. Je veux qu'ils ressentent l'inconfort de la négociation sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Pendant les 2 semaines qui suivent, j'intensifie mes études. J'engage un conseiller en images qui m'aide à choisir les vêtements qui conviennent à mon nouveau rôle. Rien d'extravagant, mais une qualité et une coupe qui communiquent une autorité discrète. Je m'entraîne aux présentations avec le docteur Mendes, anticipant les arguments, préparant les réponses. La femme de ménage soumise et invisible devient peu à peu une femme d'affaires concentrée et éloquente. La veille de la réunion, je m'accorde un moment de faiblesse. Assise seule dans mon salon, fixant une vieille photo de M. Almeida dans son bureau, une photo que j'avais discrètement prise lors de la célébration de l'anniversaire de l'entreprise, je laisse les doutes m'envahir brièvement. Et si je n'y arrivais pas, et s'ils avaient eu raison, une simple femme de ménage qui prétend comprendre des affaires complexes, je peux presque entendre la voix de M. Almeida répondre « Vera, tu en as toujours su plus que ce que l'on imaginait. Ce n'était pas seulement une maison que tu gérais à la perfection, était un système complexe de relations, de finances et de logistique. » Je respire profondément et essuie une larme. Il avait raison. Gérer ce manoir pendant des décennies exigeait des compétences que peu de gens reconnaissent. Planification stratégique, gestion des ressources humaines, négociation avec les fournisseurs, établissement d'un budget détaillé, résolution de crise. Ces compétences N étaient pas si différentes de celles nécessaires à la gestion d'une entreprise. Seule l'échelle était différente. Le jour de la réunion, je suis arrivé au siège d'Almeida & Philos 30 minutes avant l'heure prévue. Je l'ai fait exprès. Je veux m'imprégner de l'atmosphère, sentir le pouls du lieu, observer sans être observé. Je porte un costume bleu marine, le premier que j'ai acheté, avec une broche discrète qui appartenait à ma mère. Mon seul héritage familial, devenu un talisman de force. La réceptionniste ne me reconnaît pas tout de suite. Lorsque je m'identifie, ses yeux écarquillent de surprise, à peine dissimulés. « Mademoiselle Vera, pardonnez-moi, je veux dire, nous nous attendions à... » « Ce n'est pas grave, » la rassurai-je avec un doux sourire. « Je suis en avance exprès. J'aimerais me promener un peu dans l'entreprise, si c'est possible. » Elle hésite, n'ayant manifestement pas d'instruction pour cette situation. « Laissez-moi consulter. Ce ne sera pas nécessaire, » l'interroge gentiment. En tant qu'actionnaire, j'ai le droit de connaître les installations. Je n'ai pas l'intention d'interférer avec quoi que ce soit, juste d'observer. Ma nouvelle assurance la surprend autant que moi. Elle acquiesce et me tend un badge de visiteur d'une main légèrement tremblante. Je marche lentement dans les couloirs, observant chaque détail avec des yeux formés par des décennies d'attention méticuleuse. Je remarque la peinture écaillée dans des coins discrets, les ampoules grillées qui n'ont pas été remplacées, les plantes qui meurent faute de soins. De petits signes de négligence qui pourraient passer inaperçus aux yeux d'un visiteur ordinaire, mais qui, pour moi, témoignent clairement de la décrépitude des lieux. Le personnel me regarde avec curiosité lorsque je passe. Certains me reconnaissent pour m'être rendu occasionnellement au manoir et semblent perplexes face à ma nouvelle apparence et à ma nouvelle posture. D'autres ont clairement entendu parler de la gouvernante devenue actionnaire et m'étudiant avec un intérêt mal dissimulé. Maria, la secrétaire de direction, me trouve près de la salle de réunion et me serre la main avec une force surprenante. « Nous vous soutenons », murmure-t-elle rapidement. « Nous te soutenons », murmure-t-elle rapidement. Ce petit geste de solidarité me réchauffe le cœur plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour la première fois, je réalise que je ne suis pas seule dans cette bataille. Il y en a d'autres, des dizaines, peut-être des centaines, dont la vie et les moyens de subsistance dépendent de la santé de cette entreprise que les hommes d'Almeida sont en train de détruire systématiquement. À 10 heures, j'entre dans la salle de réunion. Lorraine, Brad et Carlos sont déjà là, accompagnés de leurs avocats respectifs. Une armée juridique contre moi et le docteur Mendes. La stratégie est évidente. L'intimidation par la supériorité numérique. Lorraine,
impeccablement vêtue de sa tenue Chanel, ne peut cacher sa surprise en me voyant. Sans doute s'attendait-elle à voir la même Vera dans son simple uniforme et sa posture soumise. La femme qui entre dans la pièce, la tête haute et le regard fixe, la déstabilise visiblement. « Vera », dit-elle, le ton oscillant entre la condescendance et l'incertitude. « Merci d'être venue. Nous espérons résoudre cette situation inhabituelle le plus rapidement possible. » Je ne réponds pas immédiatement. Je prends plutôt le temps de m'asseoir, d'organiser mes papiers et d'ajuster ma posture. Des années d'observation m'ont appris que le pouvoir réside souvent dans les petits gestes, dans la personne qui donne le rythme à l'interaction. « Il n'y a rien à résoudre, Lorraine », réponds-je finalement, d'une voix calme et mesurée. « Nous discutons juste de la manière dont nous allons poursuivre notre inévitable relation en tant qu'actionnaire. » Brad, toujours impatient, m'interrompt. « Soyons directs. Nous avons une offre pour vous racheter. Très généreuse, compte tenu des circonstances. » Je le regarde dans les yeux sans ciller. Ce même homme qui me croisait dans les couloirs du manoir sans me saluer cherche maintenant à m'intimider. Ironiquement, son arrogance a toujours été sa plus grande faiblesse, ce que j'ai observé silencieusement au fil des années. Je ne suis pas intéressé par la vente, réponds-je simplement. Son avocat principal se penche alors en avant, son ton professionnel dissimulant à peine sa condescendance. « Mademoiselle Vera, je suis conscient que cette situation est nouvelle pour vous. Le monde des affaires a des complexités qui peuvent sembler difficiles pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. » Le docteur Mendes s'apprête à intervenir, mais je fais un geste discret pour le retenir. C'est mon combat. Homme, votre observation sur l'expérience est intéressante, commentai-je en ouvrant lentement un dossier devant moi. À ce propos, j'aimerais commenter certaines décisions prises récemment par la direction actuelle. Je sors des documents méticuleusement organisés et les fais glisser sur la table. Projet Atlantida. 3 millions investis dans une start-up technologique qui a fait faillite 6 mois plus tard. Il appartenait à votre camarade de chambre à l'université, n'est-ce pas, Brad? Son visage pâlit visiblement. Expansion méditerranéenne. 5 millions dans une prétendue étude de marché international qui s'est déroulée exactement à l'endroit où se trouve ta nouvelle maison sur la plage, Lorraine. Ses yeux se rétrécissent dangereusement. Une restructuration opérationnelle qui a entraîné le licenciement de 27 employés ayant plus de 15 ans d'expérience, ce qui a permis de réaliser des économies immédiates, mais qui a entraîné une baisse de 18% de la qualité des produits, conduisant à la perte des contrats de Mendoza et de Petroserve. Le jeune frère baisse les yeux, visiblement mal à l'aise. Un grand silence règne dans la salle. Les avocats échangent des regards inquiets. Le docteur Mendes garde une expression neutre, mais je remarque une lueur d'admiration dans ses yeux. « Comment avez-vous obtenu cette information ?» demande finalement Lorraine, sa voix étant presque un murmure. Je souris discrètement. 30 années passées à être invisible dans les recoins d'une maison ont leurs avantages. On apprend à observer, à écouter, à relier les points, et surtout, on apprend qui connaît vraiment les rouages qui font tout fonctionner. Je ramasse les documents calmement. Je ne suis pas ici pour vous accuser ou pour me venger. Je suis ici parce que votre père m'a fait confiance pour protéger l'héritage qu'il a construit, un héritage que vous êtes en train de détruire systématiquement. Brad retrouve un peu de son arrogance. Et qu'est-ce qu'une femme de ménage est censée faire? Diriger une entreprise internationale comme s'il s'agissait d'une maison de famille. Donc, la question est délibérément offensante, mais elle ne m'affecte pas. En fait, je souris presque devant l'ironie de la situation. La différence entre la gestion de ce manoir et celle de cette entreprise est moins grande que vous ne le pensez, Brad. Les deux requièrent une attention particulière aux détails, une planification stratégique, une gestion minutieuse des ressources et, surtout, le respect de chaque élément du système. Je marque une pause significative, quelque chose que votre père comprenait parfaitement. La mention de M. Almeida crée un malaise visible chez les 3 frères. Sous l'arrogance et l'hostilité, je décèle quelque chose d'inattendu, de la culpabilité. Malgré tout, ils se rendent compte qu'ils ont laissé tomber l'homme qui a construit tout ce qu'ils essaient maintenant de contrôler. La séance est levée pour aujourd'hui, déclare-je en me levant. Je serai heureux de discuter de l'avenir de l'entreprise lorsque vous serez prêt pour une conversation vraiment productive. En quittant la pièce, je sens des regards étonnés me suivre. La gouvernante invisible vient de prendre le contrôle de la scène, et aucun d'entre nous n'y était préparé. Dans les couloirs, le personnel me regarde avec une nouvelle expression, l'espoir.
D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de ma confrontation avec les héritiers d'Almeida s'est déjà répandue, comme seuls les potins d'entreprise peuvent en le faire. Dans l'ascenseur, je me permets enfin un moment de triomphe contenu. Il ne s'agit pas de vengeance ou de pouvoir. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de justice, d'honorer la confiance que M. Almeida a placée en moi, de protéger des employés qui, comme moi, ont consacré leur vie à quelque chose de plus grand qu'eux. Le docteur Mendes me raccompagne hors du bâtiment. Impressionnant, commande-t-il, alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Vous les avez complètement déconcertés. J'ai simplement utilisé ce qui a toujours été ma plus grande force, réponds-je. Ils ne m'ont jamais vraiment vu, alors ils n'ont jamais imaginé que je les voyais aussi clairement. Les mois qui suivent sont une danse minutieuse de pouvoir et de stratégie. Les frères Almeida, remis du choc initial, essaient différentes tactiques pour neutraliser mon influence. Tout d'abord, ils tentent de m'isoler en me bloquant l'accès à des informations cruciales. Ensuite, ils font circuler des rumeurs sur mon incompétence supposée parmi les petits actionnaires. Enfin, lorsque ces stratégies échouent, ils tentent de me coopter. Invitation à des événements sociaux exclusifs, offre d'alliance contre les autres frères, promesses de postes honorifiques. Je reste sur mes positions, construisant méthodiquement mon réseau de soutien au sein de l'entreprise. Je ne cherche pas la confrontation inutile, mais je ne recule pas non plus lorsqu'on me met au défi. Chaque rapport trimestriel apporte de nouvelles preuves du déclin de l'entreprise sous la direction actuelle. Des chiffres qu'il est difficile d'ignorer ou d'expliquer. 6 mois après notre première rencontre, la crise est indéniable. L'entreprise est confrontée à ses premières pertes significatives depuis 2 décennies. Des clients importants annulent des contrats à long terme en invoquant des problèmes récurrents de qualité et de délai. Les employés qualifiés continuent de migrer vers la concurrence. Les actions tombent à leur valeur la plus basse depuis 15 ans. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour discuter de l'avenir de l'entreprise. L'atmosphère dans l'élégante salle de conférence est lourde. La tension est palpable comme l'électricité avant un orage. Les actionnaires inquiets chuchotent entre eux, les cadres échangent des regards inquiets, les représentants des banques consultent nerveusement leurs feuilles de calcul. Lorraine tente de garder un semblant de contrôle, mais je remarque que ses doigts tambourinent anxieusement sur la table, une habitude nerveuse qu'elle a héritée de son père. Brad consulte frénétiquement son téléphone portable, probablement à la recherche d'autres opportunités si le bateau coule. Carlos, toujours le plus pondéré des trois, semble réellement découragé par la situation. Le directeur financier, un homme des âges moyens nommé par Brad, présente les chiffres catastrophiques avec de vagues explications sur les conditions défavorables du marché et les facteurs macroéconomiques imprévisibles. Personne dans la salle ne semble convaincu. À la fin de la présentation, un silence gênant s'installe. C'est le moment que j'attends depuis des mois. Je me lève lentement, conscient que tous les regards sont braqués sur moi. Je ne suis plus un marginal lors de ces réunions. Ma réputation d'observateur attentif et de critique avisé a grandi parmi les actionnaires. Mesdames et messieurs, je commence, ma voix ferme emplissant la salle. Je travaille pour la famille Almeida depuis 30 ans. J'ai connu cette entreprise lorsqu'elle opérait encore dans un modeste hangar, avant les bureaux de verre et d'acier. Je l'ai vue grandir sous la direction visionnaire d'Alberto Almeida, qui a su allier l'ambition à des principes solides. Je marque une pause délibérée, laissant mes mots résonner. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas le résultat de conditions de marché défavorables. C'est la conséquence directe de mauvaises décisions, de priorités faussées et, surtout, de l'abandon des valeurs fondamentales qui ont construit cette entreprise. J'ouvre ma mallette et lui remets quelques documents soigneusement préparés. Ce que je présente n'est pas seulement un diagnostic de la crise, mais un plan de restructuration détaillé. Non pas basé sur des théories abstraites, mais sur une compréhension approfondie de l'ADN de cette entreprise. Ma présentation est méthodique, étayée par des données irréfutables et des analyses précises. Je montre comment la dérive de l'entreprise par rapport à ses principes fondamentaux a conduit à son déclin actuel. Plus important encore, je détaille une voie viable vers le redressement, un retour aux sources sans ignorer la nécessité d'innover. Je propose une restructuration en 3 phases, expliquai-je en projetant des graphiques clairs sur le grand écran. Premièrement, une stabilisation immédiate en sauvant les contrats clés et en conservant les talents essentiels. Deuxièmement,
une optimisation opérationnelle axée sur la qualité et l'efficacité et pas seulement sur la réduction des coûts. Troisièmement, un renouvellement stratégique qui honore notre tradition tout en adoptant les innovations nécessaires. Tout au long de la présentation, je remarque que les expressions changent progressivement. Le scepticisme initial fait place à l'intérêt, puis à une considération sérieuse. Lorsque j'aborde le point critique, la nécessité de changement au niveau de la direction générale, je remarque des regards significatifs de la part des principaux actionnaires. Almeida en Filios a toujours été synonyme de qualité, d'innovation responsable et, surtout, de respect des clients et des employés. Ces valeurs ne sont pas des obstacles au profit, elles en sont la base durable. Je terminerai par une phrase que M. Almeida a souvent répétée. Nous ne construisons pas seulement des produits, nous construisons la confiance. Et la confiance, une fois perdue, est le bien le plus difficile à retrouver. Lorsque j'ai terminé, le silence qui régnait dans la salle avait changé de qualité. Il ne s'agissait plus d'un malaise, mais d'une réflexion profonde. C'est Rodrigo, l'ancien comptable, aujourd'hui directeur financier adjoint, qui a pris la parole en premier. En 40 ans dans cette entreprise, je n'ai jamais vu une analyse aussi précise de nos défis, ni un plan aussi cohérent avec notre véritable essence. D'autres actionnaires commencent à lui donner raison. Le représentant du fonds de pension qui détient 8% des actions pose des questions détaillées, auxquelles je réponds avec la certitude née de moi d'études intenses. Le débat s'intensifie, mais sur un ton étonnamment constructif. Lorraine tente de l'interrompre, sa voix tendue trahissant une panique croissante. C'est absurde, c'est absurde. Est-ce que nous envisageons de confier le contrôle de l'entreprise à une femme de ménage ? Son commentaire, destiné à me rabaisser, a l'effet inverse. La dureté de son désespoir révèle précisément l'élitisme et l'arrogance qui ont contribué à la crise actuelle. Un actionnaire âgé, vieil ami de M. Almeida, répond avec un calme dévastateur. Alberto a toujours dit que le vrai leadership ne vient pas des titres ou des diplômes, mais de la capacité à voir ce que les autres ne voient pas et du courage de faire ce qui doit être fait. Aujourd'hui, Vera a démontré ces deux qualités. Le vote est étonnamment rapide et décisif. Mon plan sera mis en œuvre, sous ma supervision directe, en tant que nouveau directeur général de la restructuration, un poste créé spécifiquement pour ce moment critique. Le visage de Lorraine se contorsionne avec une fureur à peine contenue. Brad a l'air abasourdi, comme s'il ne comprenait pas tout à fait ce qui vient de se passer. Carlos, étonnamment, est le seul à s'approcher de moi après la réunion. « Je ne t'ai jamais sous-estimé autant que mes frères », me dit-il, avec un mélange d'admiration et de gêne dans la voix. « Papa disait toujours que tu voyais des choses que personne d'autre ne voyait. Être invisible pendant si longtemps t'apprend beaucoup sur l'observation. »« Carlos », réponds-je, en organisant mes papiers. « C'est peut-être la leçon la plus précieuse que j'ai apprise en servant votre famille. » Il hésite, visiblement en proie à des difficultés intérieures. « Pourrais-je travailler avec vous dans ce processus, pas en tant que supérieur, mais en tant que personne désireuse d'apprendre. » J étudie son visage, à la recherche de signes de manipulation. Au lieu de cela, je trouve quelque chose que l'on voit rarement dans les yeux d'un Almeida, une véritable humilité. L'entreprise aura besoin de quelqu'un dans la famille qui comprenne le changement nécessaire, réponds-je après une longue pause. Mais il devra s'agir d'une véritable collaboration, et non d'un simple titre. Carlos acquiesce et, pour la première fois, il a vraiment l'air d'être le fils de son père. Au cours des semaines suivantes, je mets méthodiquement en œuvre tous les aspects du plan. Les employés injustement licenciés sont réembauchés avec des offres équitables. Les processus de contrôle de la qualité sont rétablis et renforcés. Les clients importants bénéficient d'une attention personnalisée avec des contrats renégociés qui privilégient les relations à long terme plutôt que les profits immédiats. La résistance initiale des cadres moyens, dont beaucoup ont été nommés par les frères Almeida, par loyauté et non par compétence, se dissipe progressivement au fur et à mesure que les premiers résultats positifs apparaissent. Un contrat important est reconquis ici, un produit amélioré là, les employés sont revitalisés par la clarté de l'objectif. Lorraine et Brad sont progressivement écartés des postes clés, non par vengeance explicite, mais par simple reconnaissance collective de leur incompétence.
Lorraine est la première à quitter le conseil d'administration après l'échec d'une tentative de sabotage interne qui a révélé son incompétence. Brad, confronté à des enquêtes sur des transactions douteuses, démissionne officiellement pour relever d'autres défis. Carlos, étonnamment, fait preuve d'un véritable engagement dans le processus de renouvellement. Sous ma direction, il commence à s'intéresser de près à l'entreprise que son père a bâtie, non seulement à ses actifs financiers, mais aussi à sa raison d'être et à ses valeurs fondamentales. 6 mois après le lancement du plan, nous avons tenu notre première conférence trimestrielle et obtenu des résultats positifs. Les chiffres ne sont pas encore impressionnants, mais l'inversion nette de la tendance à la baisse envoie un message fort au marché. Les actions commencent à se redresser, modestement mais sûrement. Plus que les chiffres, c'est la transformation de l'environnement qui est significative. La tension étouffante qui régnait dans les couloirs a cédé la place à un sens renouvelé de l'objectif. Les réunions sont devenues plus productives, avec des contributions de tous les niveaux de la hiérarchie. De véritables innovations recommencent à voir le jour, alimentées par un environnement qui valorise autant l'expérience que les nouvelles idées. Un soir particulièrement important, je trouve un groupe d'ingénieurs en train de fêter tranquillement dans la salle de repos. Ils ont testé notre nouveau prototype et disent qu'il a la qualité Almeida qu'ils connaissaient auparavant. Je souris, ressentant une profonde satisfaction qui transcende toute vanité personnelle. La qualité Almeida n'a jamais disparu, réponds-je. Il fallait simplement la redécouvrir. Cet après-midi-là, assis dans mon bureau alors que l'entreprise se vide progressivement, je contemple la photographie encadrée de M. Almeida que j'ai discrètement placée sur le mur. Pas dans un endroit central ou ostentatoire, ce n'est pas mon style, mais là où je peux la voir quand j'ai besoin d'inspiration. Nous sommes sur la bonne voie, murmurai-je à l'image silencieuse. L'entreprise que vous avez bâtie est en train de renaître. Je peux presque imaginer son sourire d'approbation, le même que j'avais l'habitude de voir lorsque je remarquais un détail que d'autres avaient négligé dans le manoir que j'ai dirigé pendant tant d'années. 2 ans après avoir pris les rênes de la restructuration, Almeida & Filos s'est non seulement remise de la crise, mais elle en est ressortie plus forte, plus agile et plus fidèle aux valeurs qui ont fait sa grandeur à l'origine. Les chiffres sont impressionnants. Croissance durable, marge saine, taux de satisfaction des clients et des employés à des niveaux records. Plus que les résultats financiers, c'est le renouvellement de l'objectif qui importe. L'entreprise a retrouvé son identité en tant qu'organisation qui valorise la qualité, l'innovation responsable et les relations à long terme. Le spectre de la cupidité à court terme qui a failli la détruire a été exorcisé et remplacé par une vision de prospérité durable. Je n'ai jamais cherché à me venger des héritiers Almeida. La vengeance appartient aux petits esprits, et M. Almeida ne m'a pas confié une partie de son héritage pour le salir avec mesquinerie. Lorraine et Brad ont conservé leurs actions et leurs dividendes, mais pas de pouvoir de gestion ni d'influence sur les décisions stratégiques. Carlos, qui a fait preuve d'une réelle transformation, a pris une position de leader dans les projets d'innovation, un domaine où sa créativité naturelle a enfin trouvé une expression constructive. Une fois ma position établie et l'entreprise à nouveau prospère, je me suis permis de réaliser un rêve personnel qui avait été repoussé pendant des décennies. Avec mes propres ressources, jamais avec les fonds de l'entreprise, j'ai enfin acheté la maison que j'avais toujours imaginée pour ma retraite. Il ne s'agit pas d'un manoir ostentatoire comme celui des Almeida, mais d'un bâtiment élégant et confortable situé en bord de mer, à 1 heure de la ville. Des murs blancs, de grandes fenêtres donnant sur l'océan, un jardin généreux où je peux cultiver les fleurs et les herbes que j'ai toujours aimées. Un endroit où l'horizon étend à l'infini et où le murmure des vagues remplace les ordres et les exigences qui ont rempli mes journées pendant des décennies. Pour célébrer cette nouvelle étape, j'organise une petite réunion dans ma nouvelle maison, non pas une fête extravagante, mais une rencontre intime avec des personnes qui sont devenues importantes dans mon parcours inattendu. Maria est là, désormais directrice des relations institutionnelles après des années de secrétariat de direction négligé. Rodrigo, promu directeur financier, est accompagné de sa femme, qui m'embrasse comme un vieil ami. Antonio, responsable de la modernisation complète de la chaîne de production, raconte comment l'usine a été transformée au cours de l'année écoulée. Le docteur Mendes porte un toast à ma réussite et se souvient avec humour de notre première rencontre dans cet appartement délabré, alors que je ne comprenais pas encore tout à fait ce que M.
Almeida avait prévu. Carlos apparaît brièvement. Il y a encore une certaine réserve entre nous, des blessures qui se cicatrisent lentement. Mais sa présence représente une réconciliation possible, une reconnaissance mutuelle que l'héritage de M. Almeida est plus important que les griefs personnels. Alors que le soleil couchant colore le ciel de nuances d'or et de pourpre, nous servons le café sur la terrasse, dans de magnifiques tasses en porcelaine semblables à celles que j'ai manipulées avec tant de soin au manoir des Almeida. L'ironie du sort ne m'échappe pas, ce que je servais auparavant, je l'offre aujourd'hui en tant qu'hôtesse dans ma propre maison. Vous avez complètement transformé l'entreprise, dit Maria en regardant l'océan qui étend devant nous. Tout le monde dit qu'elle n'a jamais été aussi forte, même à l'époque de M. Almeida. Je souris en regardant les vagues rythmer le clapotis de la plage. Non, Maria, j'ai seulement permis qu'elle redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être. Un lieu où la loyauté et la compétence sont reconnues et récompensées. Lorsque mes invités s'en vont, je reste sur le balcon à contempler le ciel étoilé et le chemin argenté que la lune trace sur l'océan. Je pense à M. Almeida et à son extraordinaire clairvoyance. Il a vu en moi des capacités que même moi je ne reconnaissais pas entièrement. Non seulement la loyauté et le dévouement, mais aussi l'intelligence stratégique, la résistance émotionnelle et, surtout, l'intégrité inébranlable. Une semaine après la petite fête, j'ai annoncé la création de la Fondation Alberto Almeida pour le développement professionnel. Son objectif est simple mais transformateur, identifier les talents invisibles en interne et dans d'autres organisations en offrant une formation continue et des opportunités de développement à des employés dévoués qui, comme moi, restent souvent dans l'ombre. La Fondation établit des partenariats avec des universités réputées, crée des programmes de mentorat et offre des bourses pour des études avancées. Le principal critère n'est pas une formation académique préalable ou des relations familiales, mais un potentiel démontré par un travail cohérent et une éthique irréprochable. Pourquoi créez-vous cette fondation alors que vous avez déjà atteint le sommet ? Demande un journaliste lors de la conférence de presse de présentation de la fondation. La question me fait sourire. Parce qu'il n'a jamais été question d'atteindre le sommet, réponds-je simplement. Il s'agissait de créer des échelles pour que d'autres puissent y grimper. Dans les années qui suivent, la fondation transforme des centaines de vies. Les réceptionnistes deviennent des managers, les nettoyeurs deviennent des analystes de talent, les chauffeurs développent des solutions logistiques innovantes. Le modèle est si efficace que d'autres entreprises commencent à l'imiter, créant ainsi une vague de reconnaissance pour des talents jusque-là négligés. Dans ma maison au bord de la mer, je maintiens une routine tranquille. Je supervise la fondation, j'assiste aux réunions stratégiques de l'entreprise, mais je cède progressivement les responsabilités opérationnelles à une nouvelle génération de dirigeants, dont beaucoup sont des personnes que j'ai identifiées et que j'ai aidées à se former. Parfois, par des nuits silencieuses, lorsque la lune trace son chemin argenté sur l'océan, je suis envahi par une profonde gratitude qui l'emporte sur tout ressentiment du passé. Je pense à M. Almeida, et j'imagine qu'il serait ravi de ce que j'ai fait de son héritage inattendu, non seulement préserver son héritage commercial, mais le renforcer et l'étendre en l'enracinant dans des valeurs qui transcendent la cupidité et les privilèges. Un après-midi, je reçois la visite surprise de Carlos. Il est plus mûr maintenant, les années de travail réel ayant progressivement effacé l'arrogance dont il a hérité. Nous marchons d'abord en silence le long de la plage, le bruit des vagues remplissant l'espace entre nous. « Tu sais ce que j'ai réalisé dernièrement ?» dit-il finalement en regardant l'horizon. « Mon père ne t'a pas laissé l'entreprise pour nous punir. Il te l'a laissé comme une seconde chance, pour l'entreprise, pour son héritage, et même pour nous. » Je hoche doucement la tête. Ton père était un homme qui voyait au-delà de l'évidence, au-delà des titres, des positions, des apparences. Comme vous, observe-t-il, un sourire nostalgique sur les lèvres. C'est ironique, n'est-ce pas? Nous avons passé toute notre vie à regarder à travers vous, et pendant tout ce temps, vous voyez des choses que nous n'arrivions pas à percevoir. Nous retournons sur la terrasse où un café nous attend. Nous parlons de l'avenir de l'entreprise, des projets de la fondation, des réconciliations possibles. Nous ne sommes pas amis. Certaines blessures sont trop profondes pour être complètement cicatrisées. Mais nous avons trouvé un respect mutuel qui semblait impossible il y a quelques années. Lorsqu'il part,
je reste sur le balcon à regarder le coucher du soleil. 30 années de service silencieux m'ont appris la plus précieuse des leçons. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou les possessions, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque personne ne semble s'en apercevoir. Cultiver la compétence quand seule l'obéissance est exigée. Construire le savoir lorsque seule la soumission est attendue. J'ai découvert que l'invisibilité peut être la plus puissante des couches. Derrière elle, on peut bâtir des empires, ou, dans mon cas, les sauver de leurs propres héritiers. Dans mon jardin, les hortensias bleues, ceux-là même que j'ai cultivés avec tant d'amour au manoir d'Almeida, épanouissent luxueusement sous mes soins. Leurs fleurs délicates et complexes me rappellent chaque jour que la beauté et la force résident souvent dans les endroits les plus inattendus, dans les ombres discrètes où l'on ne prend pas la peine de regarder. Je m'appelle Vera Campos et j'ai aujourd'hui 70 ans. J'ai été une femme au foyer, une confidente, une observatrice silencieuse. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, mentor, bâtisseuse de ponts entre des mondes qui communiquent rarement. Mon histoire n'est pas celle d'une vengeance ou d'un pouvoir, mais celle d'une validation patiente, d'une attente jusqu'à ce que le monde voie enfin ce qui a toujours été là, seulement invisible à des yeux inattentifs. Et dans cette attente patiente, dans cette confiance tranquille en ma propre valeur, j'ai trouvé non seulement la justice, mais quelque chose de bien plus précieux. La liberté d'exister enfin pleinement, avec mes propres mots, selon mes propres termes. Le véritable héritage que j'ai reçu n'était pas les actions de l'entreprise, mais la possibilité de réécrire ma propre histoire. Je n'étais plus en marge de la vie des autres, mais au centre de mon propre récit.